Et, et voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue ainsi que Charlotte qui va co-animer ce web séminaire autour de la loi NOTRe. Web séminaire pour lequel je pense on aurait aimé vous donner plein de nouvelles réglementaires et notamment beaucoup d'éclaircissements de la part de l'administration. Vous allez voir qu'en suivant l'actualité, il n'y a finalement pas grand chose de nouveau. Donc, nous allons avoir deux séquences dans ce web séminaire. Une première séquence autour des actualités de la loi NOTRe. On va faire un retour sur les éléments clés, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont convié des élus et des administrateurs à participer à ce web séminaire. Donc, on va refaire un tour rapide sur les éléments clés de la loi NOTRe pour les offices de tourisme. On va faire un point aussi sur les interrogations et les différents retours qu'on a eus dans le gouvernement, notamment sur les stations classées. Quel impact on a en région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes sur l'adoption de la loi NOTRe, et puis des retours sur des bonnes pratiques qu'on a constatées dans notre région, à LPC, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, pour ceux qui sont hors région, je le précise. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera méthodologie, avec un calendrier autour des précos, et puis autour du personnel, comment ça se passe au niveau du transfert des personnels. On parlera aussi transfert de charges, et enfin, on parlera taxe de séjour. Voilà un peu le menu de ce web séminaire, que je vous propose donc d'aller en profondeur un peu plus dans le détail. Alors, nous serons donc deux intervenants, Charlotte qui est chargée de mission structuration à la MOPA et moi-même. Et on va commencer par un premier point que je vais conduire sur l'actualité de la loi NOTRe. Donc, rappel rapide malgré tout et important, la loi NOTRe elle a été promulguée en août dernier. L'organisation touristique au niveau local est modifiée, notamment parce que la compétence promotion du tourisme, donc création d'offices de tourisme, est communautaire à partir du 1er janvier 2017. Donc ça, c'est finalement dans 6 mois et quelques jours. Deuxième élément, c'est les stations classées et les marques protégées peuvent conserver un office de tourisme distinct, même s'il est intercommunal. Et puis, dans tous les cas, les stations classées et les communes touristiques auront un bureau d'information touristique. Alors, reprenons juste pour que ce soit précis pour tout le monde, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme, comprend obligatoirement ce qui est dans le Code du tourisme, à l'article L133.3 du Code du tourisme, c'est-à-dire l'accueil, l'information, la promotion, et puis on l'a mis en couleur parce que c'est souvent oublié, la coordination des différents partenaires du développement touristique local. Donc ça, c'est un bloc insécable qui rentre obligatoirement dans la compétence et qui donc va être obligatoirement au niveau communautaire. Par contre, la question était, est-ce que la gestion d'équipement, est-ce que l'animation, du moment que c'est dans la réalité d'un office de tourisme communal, était obligatoirement transférée au niveau communautaire? La réponse est non. La taxe de séjour n'est pas non plus transférée obligatoirement. Et on verra qu'il y a une récente déclaration du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités qui le précise. Donc, évidemment, la taxe de séjour qui n'est pas forcément transférée pose un certain nombre de questionnements, notamment du transfert d'une ressource qui semble essentiel pour la survie d'un office de tourisme communautaire. Et puis, il faut bien avoir la cohérence entre les charges et les ressources. Et donc, comme on va le voir tout à l'heure, la question et l'étape du calcul du transfert des charges est quelque chose d'absolument essentiel dans le transfert de la compétence. Ce qui a été prévu par la loi NOTRe, c'est que les communautés de communes ou communautés d'agglomération héritent également de la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique.
Là-dessus, depuis le premier web séminaire qu'on a fait juste après la promulgation de la loi, il n'y a aucune évolution puisqu'on n'a pas de définition officielle de la zone d'activité touristique. Tout ce qu'on sait, c'est que, donc, je le rappelle, ça ne concerne pas les équipements qui seraient gérés par un office de tourisme communal. Là, on est sur un transfert optionnel. La gouvernance est communautaire, ça il faut bien le rappeler, c'est-à-dire que la compétence est dévolue à la communauté de communes, donc l'office de tourisme sera communautaire et la gouvernance aussi. Ou bien les offices de tourisme, en cas d'office de tourisme distinct, seront communautaires et la gouvernance aussi. Donc les délégués qui seront élus dans les organes délibérants de l'office de tourisme communautaire ou des différents offices de tourisme seront donc nommés par le conseil communautaire. Une préconisation qui a été faite dans une circulaire au début de l'année 2016 précise que il serait logique que ce soit les délégués communautaires issus de la commune où on aura un office de tourisme distinct qui siègent dans l'organe délibérant de cet office de tourisme distinct. Donc les délégués communautaires de la commune concernée pourront être délégués. Le financement dû des offices de tourisme sera également communautaire. Lorsqu'il est maintenu dans une station classée, le financement proviendra de l'intercommunalité. Ce qui fait que il faut bien réfléchir à la taxe de séjour, puisque si le financement provient de l'intercommunalité et que la taxe de séjour est maintenue au niveau communal, il faudra faire actionner des mécanismes de transfert de charges qui assurent la neutralité financière. La neutralité financière est un principe et que je dois rappeler souvent quand je vais en réunion locale parce que c'est pas forcément quelque chose qui est intégré. La neutralité financière veut dire que s'il y a une conférence qui est transférée, cette compétence ne doit pas impacter le budget ou de la collectivité qui avait la compétence ou de celle qui le reçoit. Et donc, il faut avoir des mécanismes de transfert financier de manière à ce que ça ne coûte pas plus cher. Et du coup, ce qui est largement conseillé, c'est d'avoir un accompagnement externe dans le cadre de la commission locale d'évaluation du transfert de charges, cette fameuse CLEC. Alors, on va aller dans le dur en parlant des stations classées. Un rappel du contexte, c'est que aujourd'hui, la loi prévoit, en modifiant l'article L134 du Code du tourisme, que les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information touristique, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office, et à ce moment-là, ils sont offices de tourisme à part entière. Mais, par contre, on peut décider, au plus tard 3 mois avant l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2016, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme en définissant les modalités de mutualisation et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existants sur son territoire. Donc, ce point existe, mais les modalités de mutualisation doivent être définies et comme je le disais précédemment, les offices de tourisme seront sous gouvernance communautaire et avec un financement communautaire. C'est bien l'EPCI qui prendra la décision, donc c'est le conseil communautaire de la communauté de communes existante au 30 septembre 2016, c'est-à-dire que même s'il y a un regroupement, mais c'est l'EPCI qui existe au 30 septembre 2016 qui en prend la décision, et la gouvernance et le financement seront communautaires. Et puis la loi prévoit aussi que pour les marques territoriales protégées, il y a la possibilité d'avoir un office de tourisme distinct, mais sans préciser non plus qu'est-ce qu'une marque territoriale protégée. Dès le vote de la loi, évidemment, les associations d'élus, et notamment d'élus de la montagne, ont demandé à ce que les stations classées puissent conserver un office de tourisme communal. Ça s'est passé dès le mois d'août 2015, et puis jusqu'à présent, on est au mois de mai, il y a toujours eu des interventions diverses, mais le feuilleton dure et on est né à la fin de la saison. Donc j'ai essayé de vous résumer les épisodes de ce feuilleton. L'épisode 1, c'était le 25 septembre 2015 à Chamonix, devant le Conseil national des élus de la montagne. Manuel Valls a déclaré vouloir trouver la bonne solution, quitte à modifier ce qui doit être modifié. C'est-à-dire que
un mois après le vote de la loi, enfin 2 mois après le vote de la loi à l'Assemblée, il décidait ou il proposait d'éventuellement modifier cette loi pour qu'il puisse y avoir des offices de tourisme communaux, ou même plusieurs offices de tourisme sur une même commune, mais pour les stations de montagne. Et à cette époque-là, 25 septembre, il confie à M. Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale, l'organisation d'une concertation technique. Concertation qui a eu lieu depuis la fin du mois de septembre jusqu'au mois de janvier, où le 20 janvier se réunissait à l'Assemblée nationale la commission permanente du Conseil national de la montagne. Et à ce moment-là, André Valigny a expliqué que les stations classées et celles qui bénéficient d'une marque territoriale protégée pourront conserver un office de tourisme indépendant, distinct de celui de l'intercommunalité. Il a précisé lors de cette réunion que des dispositions législatives organisant cette dérogation seraient intégrées dans le premier texte pouvant porter cette mesure. Il a, à l'époque, au mois de janvier, il avait même dit ce serait bien que ce soit dans le premier semestre 2017. On avait évoqué que ce soit à l'intérieur de la loi Macron 2, qui du coup n'a pas été encore débattue, qu'il pourrait y avoir un véhicule législatif qui pourrait repréciser donc cette disposition, les stations classées, alors de montagne, pas de montagne, il y avait 2 interprétations, pourraient, deux formulations de M. Valigny, pourraient bénéficier de cette dérogation. Troisième épisode, rapidement après, 15 jours après, c'est le 12 février, un remaniement ministériel, et du coup, M. Valigny a quitté son poste puisqu'il est devenu secrétaire d'État à la francophonie. Donc, on se retrouve avec une situation au mois de février où tous les interlocuteurs, notamment au cabinet de M. Valigny, ne sont plus là, et donc il faut refaire un tour de piste qui a été fait par le ministère de M. Baillet, mais qui a évidemment pris un peu de temps. Au mois d'avril dernier, le 26 avril, on a eu un épisode du feuilleton sur les stations classées par une intervention de Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé, entre autres, du tourisme, puisqu'il est chargé aussi du commerce international, des Français de l'étranger, etc. Il a apporté des précisions sur la question des stations touristiques classées intercommunales, suite à une question d'une sénatrice du Pas-de-Calais qui posait la question comment on peut faire aujourd'hui pour avoir une station classée intercommunale puisqu'on a finalement la compétence au niveau communautaire, comment on pourrait avoir une compétence au niveau intercommunal. Et donc il annonce que la DGE va lancer la révision du classement des communes touristiques et des stations classées. Rappelons que pour les stations classées intercommunales, le Code du tourisme dit, à son article L133-13, que seules les communes touristiques et leurs fractions peuvent être classées, érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de ces stations classées. Donc ça veut dire qu'a priori, on ne peut pas faire de stations classées communautaires, sauf lorsque c'est en montagne, c'est applicable au groupement de communes ou aux fractions de groupement de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave, lorsque c'est une station qui est équipée pour la pratique du ski. Donc aujourd'hui, hors montagne, il n'y a pas de possibilité de faire une station intercommunale. Et donc, dans sa réponse, le secrétaire d'État au tourisme, il reconnaît que certaines communes, en particulier des communes du littoral, présentent une continuité territoriale avec une identité, des facteurs d'attractivité souvent très proches, et que donc il serait opportun d'avoir des stations classées au niveau intercommunal. Mais que compte tenu du degré d'exigence nécessaire à l'adaptation du classement en station de tourisme, il va falloir changer les critères. Parce que autant la station, qui est souvent la ville la plus touristique, peut avoir notamment le nombre de lits touristiques, autant si on est en intercommunal, il faut changer les critères. Et donc, Matthias Fekl a annoncé fin avril qu'il y allait y avoir une révision du système de classement, une révision des critères. 5e épisode, c'était au Sénat, le 4 mai dernier. Notre ministre, Jean-Michel Baillet, ministre donc de l'aménagement du territoire, des collectivités, précise que la dérogation station classée ne concernera que la montagne. C'est le 2e paragraphe qui dit « Certains élus de montagne contestent le compromis trouvé en commission mixte parlementaire. S'il se présente des problèmes nettement identifiés, le gouvernement est prêt à les régler, comme le premier ministre l'a dit au Conseil national de la montagne. Nous proposerons par voie législative une dérogation spécifique pour les stations classées de montagne, et elles seules, qui pourront délibérer sur le maintien ou non d'un office de tourisme communal. »
Lorsque cette annonce a été faite et lorsqu'on a eu connaissance de ce débat au Sénat, puisque c'était lors des questions d'actualité, évidemment, beaucoup d'élus des stations, de directeurs de stations, ont crié à l'injustice et aux problèmes constitutionnels. Comment définit-on une station classée de montagne alors qu'aujourd'hui, on n'a que des stations de tourisme? Et donc, comment on pourrait imaginer que ça ne concerne que les stations de montagne et pas une autre? Mais aujourd'hui, on en est là. À noter que dans cette même intervention, Jean-Michel Baillet, c'est là qu'il a précisé que l'évolution, c'est-à-dire le transfert, ne concerne ni la gestion des stations de ski, ni celle des équipements touristiques, ni la fiscalité, la taxe de séjour. Le maintien d'un office distinct reste possible s'il y a une mutualisation, etc., etc. Mais par contre, c'est là qu'il précise bien que la taxe de séjour ou les équipements ne sont pas obligatoirement transférés. Donc là, ça nous fait une réponse très précise. L'épisode suivant était le 13 mai 2016 au congrès de l'ANET à Évian-les-Bains, donc c'était la semaine dernière. Un certain nombre de collègues étaient présents, ainsi que Jean Burtin, le président de la Fédération nationale des offices de tourisme, Martine Pinville, secrétaire d'État en charge du commerce, de l'artisanat et d'un certain nombre d'autres choses, qui était présente, a confirmé l'engagement pris par le Premier ministre Manuel Valls sera tenu. Il faut juste trouver le bon véhicule législatif. Donc, elle a expliqué qu'on pourrait avoir un texte qui passe dans les mois à venir comme une nouvelle loi. Alors, il y a la possibilité que chaque groupe parlementaire puisse présenter par an 2 textes de façon autonome qui sont obligatoirement débattus par l'Assemblée et le Sénat. Et donc, il pourrait y avoir un texte qui soit en gros avec un article et où on précise qu'il faudrait avoir cette possibilité pour les stations classées, de montagne ou pas de montagne, d'avoir un office de tourisme communal. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de date de précise et le calendrier va être de plus en plus serré d'ici le 30 septembre. Et donc, autant lors du congrès de l'ANET, la secrétaire d'État a dit l'engagement sera tenu, mais elle a d'autre part dit, c'est pas dans le Dauphiné libéré, mais les participants l'ont bien entendu, qu'elle n'avait aucune annonce précise à faire. Donc en gros, elle a rien dit de nouveau, simplement, oui, on va s'occuper des stations classées, mais sans préciser si c'est des stations classées en montagne ou si c'est l'ensemble des stations classées. Donc du coup, si on fait le résumé des premiers épisodes, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Il y aura logiquement, si on en suit l'annonce du Premier ministre du mois de septembre, une modification de la loi pour réintroduire les offices de tourisme communaux, à minima on imagine pour les stations de montagne, et pas de date fixée pour le moment pour ce véhicule législatif. Donc la tendance qu'on a à la MOPA et qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, c'est vraiment là une position personnelle régionale où on dit en attendant les travaux continuent. Donc il y a un texte qui a été voté, une loi qui est appliquée. Au 30 septembre, il faudra que chaque communauté de communes concernée, parce qu'elle a une station classée ou une marque territoriale protégée, est délibérée pour savoir s'il y a un office de tourisme distinct ou pas qui est conservé. Peut-être que ça changera d'ici le 30 septembre, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. On n'a pas d'autres éléments que tous ceux que je viens de vous indiquer, qui est un feuilleton intéressant, mais qui finalement n'apporte pas grande modification. Donc aujourd'hui, les stations classées, très clairement, on n'a pas beaucoup de nouvelles par rapport à ça, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas la possibilité d'avoir un office de tourisme communal, donc il faut rester sur le texte existant, possibilité d'avoir un office de tourisme distinct pour une station communale. Je vais laisser Charlotte présenter la partie suivante, et notamment tout ce qui va toucher à la modification territoriale liée à la loi NOTRe avec le calendrier des schémas départementaux de coopération intercommunale. Voilà, donc après le feuilleton station classée, on a le feuilleton schéma départementaux de coopération intercommunale. Donc un rappel des précédents épisodes. Donc jusqu'au 15 octobre dernier ont été présentés les projets de nouveaux schémas de départementaux de coopération intercommunale. Les précédents schémas datent de 2011, donc 5 ans plus tard. Donc les premiers schémas avaient déjà vu une vague importante de regroupement. Celle-ci est encore plus forte.
Donc après la présentation des projets de schéma le 2015, les schémas définitifs ont été présentés et ont été approbés le 31 mars 2016. Les prochaines échéances par rapport à ces schémas, donc c'est le 15 juin prochain, date limite à laquelle les préfets doivent présenter un arrêté de projet de périmètre. Projet de périmètre qui sera de nouveau soumis à consultation des EPCI avant le 31 août pour un arrêté définitif de création de nouveaux périmètres avant le 31 décembre. Entre-temps, donc les nouveaux EPCI doivent soumettre à la préfecture leur projet de statut et la répartition des sièges au conseil communautaire. Donc le constat qu'on peut faire sur la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui est un petit peu le même constat que dans toute la France, c'est que les schémas départementaux de coopération intercommunale sont allés plus loin que les nouveaux seuils fixés par la loi NOTRe. Donc il y a finalement une part beaucoup plus importante de regroupement que de PCI qui étaient obligés de fusionner car en dessous du seuil des 15 000 habitants ou des seuils adaptés en fonction de la densité par département. Donc on assiste à des grandes vagues de regroupement. Donc là, vous pouvez voir la carte de 2016, donc les EPCI actuels. Donc 255 sur l'ensemble de la région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes. Et en 2017, on va assister à une réduction à peu près de moitié, donc avec 141 EPCI. Donc on a une réduction d'à peu près 45%, qui est plus ou moins significative en fonction des départements et en fonction des derniers regroupements qui ont eu lieu avec les schémas de 2011. Il y avait déjà des départements qui avaient fait des gros regroupements et qui sont un petit peu moins amenés à bouger aujourd'hui, avec bien sûr certaines exceptions et des seuils qui sont adaptés, notamment pour la zone montagne. Donc au niveau des offices de tourisme, donc on a rappelé tout à l'heure que les deux principaux impacts de la loi NOTRe, c'était la remontée de la compétence au niveau communautaire et justement les regroupements qui sont engendrés par ces regroupements de PCI. Donc aujourd'hui, en 2016, donc à la date du 18 mai, on a 279 offices de tourisme et syndicats d'initiative sur l'ensemble de la région. Donc avec une répartition, pareil, de manière assez hétérogène en fonction des départements. On remarque que les départements littoraux ont un nombre d'offices très très important, qui est lié notamment à la logique de stations classées qui sont encore communales sur le littoral. On a des départements qui ont bien anticipé la loi NOTRe et qui sont regroupés depuis un certain temps et qui se sont engagés dans une forte dynamique de structuration comme les Deux-Sèvres avec 6 offices de tourisme ou la Charente et le Lot-et-Garonne par exemple. Donc en 2017, on assiste un petit peu au même cas que pour les EPCI. On se retrouve avec moitié moins d'offices de tourisme, donc avec une réduction qui va de 40 à 55%. Les chiffres qui sont présentés là, c'est deux scénarios. Donc si tous les offices de tourisme sont communautaires sans conservation d'offices de tourisme distincts, et avec le petit logo station classée, donc 170 offices de tourisme sur la région, si toutes les stations classées sont conservées. À noter que les réflexions sont déjà bien engagées, notamment sur le littoral, et que beaucoup de territoires s'engagent déjà vers un office de tourisme communautaire unique, sans garder d'office de tourisme distinct, mais avec une organisation et une stratégie qui fait que les écosystèmes de stations vont pouvoir fonctionner, mais gérés par le niveau communautaire. Je pense notamment à l'agglomération de Royan-Atlantique avec ses 16 offices de tourisme et 7 stations classées qui s'engagent vers une seule grosse structure communautaire. Voilà, donc le paysage qui va changer de manière assez forte sur la plupart des départements et qui va faire qu'on va se retrouver avec des grosses structures.
On va passer à la seconde partie sur la méthodologie, donc rentrer un petit peu dans le détail et dans le dur sur plusieurs sujets. Donc déjà un premier retour d'expérience en région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qu'on relève en fonction des échanges qu'on a avec les territoires, des différentes journées techniques qui ont déjà été organisées. Donc la première chose que l'on note, c'est qu'il y a un duo gagnant sur les territoires où ça fonctionne plutôt bien et où la réflexion est déjà bien engagée. C'est quand le directeur de l'office travaille en binôme avec le DGS de la collectivité et qu'il y a du dialogue, de la communication et de la compréhension. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est que le directeur de l'office ou alors un salarié de l'office est mis à disposition de la collectivité et travaille sur deux structures en même temps pour pouvoir avoir une vision globale. Un travail en commission donc avec les élus, évidemment, pour valider le projet politique. Je pense que ça a été le leitmotiv depuis 2015 de parler projet avant statut, mais on ne le répétera jamais assez. Du temps dédié aux audits et aux diagnostics de territoire, vraiment pour prendre le temps de faire un état des lieux de ce qui se passe et se lancer dans des scénarios concrets et efficaces. Des consultants différents pour chaque partie, ça c'est un constat qu'on a fait en échangeant avec les territoires aussi. C'est que pour se faire accompagner par des consultants externes, on n'a pas forcément besoin de faire appel à un cabinet qui travaille à la fois sur le projet territoire, à la fois sur la partie financière, sur les RH, etc. Mais que déjà le projet, il doit être construit en interne. C'est vraiment le territoire qui doit être à même avec les élus et les techniciens de construire son projet et pas forcément une aide extérieure. Un consultant externe peut aider à la construction de scénarios, bien sûr. Et donc après, faire appel à des consultants vraiment spécialisés sur le budget, sur les finances, et puis sur la partie RH, donc à ne pas négliger, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'accompagnement au changement des équipes, et on va le rappeler après, qui est tout de même primordial. Donc des équipes impliquées dans le projet, je pense que c'est pas une découverte, mais axée sur le team building, l'accompagnement au changement, accompagner les équipes, et puis une réflexion prioritaire qui doit être engagée non seulement sur la communication, mais aussi sur réfléchir déjà à l'accueil, et puis à la partie coordination, accompagnement des acteurs locaux, qui est vraiment le socle de toute structuration. Donc les trois phases essentielles pour la création des nouvelles structures. Donc la phase de préfiguration, donc là on a mis un petit peu des échéances, mais qui évidemment sont un petit peu bousculées, parce que là on est à 6 mois de la date à laquelle les structures doivent être créées. Donc on va anticiper un petit peu le calendrier, et la phase de consolidation viendra après. Donc proposer des scénarios, l'ambition, le bon périmètre. Le bon périmètre, c'est pas forcément celui qui est préconisé par la loi au niveau communautaire, c'est peut-être un niveau encore au-dessus au niveau intercommunautaire, dans une logique de destination. Le bon statut, mais qui vient après avoir construit le projet et les différents scénarios. Donc la mise en œuvre opérationnelle, c'est cette phase qui va être vraiment raccourcie pour être opérationnelle vraiment au 1er janvier 2017, puisqu'on verra après que les structures doivent être créées et qu'il n'y aura pas de délai accordé. Donc un budget prévisionnel, un organigramme, des pistes de plan d'action. L'échéance étant vraiment la saison 2017 pour être prêt. Donc la création de la nouvelle structure opérationnelle au 1er janvier 2017, et ensuite un temps de professionnalisation. Ça aussi c'est un retour d'expérience pour vraiment consolider la structure qui peut prendre des années, donc 1, 2, 3 ans, 4 ans, sur la spécialisation des fonctions, la formation, la mise en œuvre des procédures, et pour atteindre un rythme de croisière des structures qui sera en 2018-2019. Voilà, donc le calendrier préconisé, donc mars-juin, audit des situations existantes, on est déjà mi-mai. Donc c'est un calendrier assez raccourci. Donc le bon calendrier consisterait à avoir déjà un projet de structuration en juin-juillet,
notamment pour les EPCI qui ont des stations classées sur leur territoire, puisqu'au 30 septembre, au plus tard, doivent être prises les délibérations de l'EPCI approuvant le maintien d'OT distinctes sur les stations classées, si telle est la volonté politique. Et donc, au 1er janvier 2017, le transfert effectif de la compétence, c'est-à-dire qu'à partir de cette date, les communes ne pourront plus financer un office de tourisme communal. Et ce sera la collectivité qui prendra le relais. Et donc, pour une continuité de l'action touristique sur le territoire, évidemment, il faut que la structure office de tourisme soit créée en tant que telle. Et au cours du premier trimestre, dissolution, liquidation des anciennes structures, ça peut s'étaler un petit peu plus dans le temps. Oui. Voilà, donc Charlotte, on a bien posé la question et il est évident qu'au 1er janvier prochain, il faudra avoir mis en place la nouvelle structure pour que elle puisse être opérationnelle. Pendant un temps, et moi-même, je disais, bah oui, on va pas être à la bourre si on le fait dans le courant de l'année ou des 2 ans suivants, comme on le faisait quand il y avait un transfert de compétences jusqu'à présent, pourquoi pas? Seule différence, jusqu'à présent, le transfert de compétences était volontaire. Aujourd'hui, il est totalement obligatoire parce que c'est un texte législatif et que donc, de fait, au 1er janvier prochain, les communes n'auront plus la compétence tourisme du tout. Voilà, c'est vrai que l'interprétation, c'est est-ce qu'il y a un délai qui était donné, et en fait le délai court à partir du vote de la loi, donc la promulgation de la loi depuis le 7 août 2015. Donc on estime 1 an et de processus d'action. Définir la stratégie, groupe de travail, programmation, expliquer, faire adhérer les simulations financières. Donc le conseil vraiment c'est de se faire accompagner par des consultants extérieurs et des consultants vraiment spécialisés dans chaque domaine, puisque c'est évidemment pas le même travail d'analyser un transfert de charges que de prévoir une gestion des compétences et du personnel. Donc la délibération des EPCI au 30 septembre 2016. À noter que la délibération pour la taxe de séjour doit être prise aussi avant le 1er octobre de l'année N-1. On va y revenir après pour voir comment on fait entre les EPCI et les communes. Et donc octobre-décembre, vraiment la mise en place opérationnelle pour un transfert effectif en janvier. Et donc la mise en œuvre, donc la dissolution des anciennes structures, la consolidation, donc une stratégie RH, une stratégie de coordination des acteurs, une stratégie marketing pour être opérationnelle à la saison 2017. Et on ne rappellera jamais assez l'importance de la communication entre les 5 familles qu'on a l'habitude de citer, donc les élus, les techniciens de l'Interco, les administrateurs de l'office et les salariés de l'office. Et puis, on n'oublie pas les socio-professionnels et toutes les équipes à intégrer. Donc le personnel, donc il ne cherche pas comme les autres, évidemment. On a établi un tableau récapitulatif qu'on a fait valider par les avocats qui nous accompagnent, et je vais laisser Jean-Luc le détailler, donc en fonction de mon statut d'office de tourisme aujourd'hui et ce qu'il va devenir en 2017. Oui, alors on a essayé vraiment là-dessus de chercher aussi des références parce que c'est un point aujourd'hui important et qui pose problème un peu partout et qu'il faut vraiment communiquer, notamment aux administrations des communes, des intercos, parce que c'est important. Cas numéro 1, on passe d'association en EPIC. Pour le directeur, s'il est en CDD, il passe en CDD de 3 ans. Et s'il est en CDI, déjà en association, il passe directement en CDI de la fonction publique territoriale.
Là-dessus, vous avez le lien sur une note juridique qui a été faite par Maître Fabing, avocate, et qui notamment a gagné en Corse une affaire autour de ça. Donc on pense qu'il y a vraiment une jurisprudence aujourd'hui. Sur le reste de personnel, quand on passe d'assaut en EPIC, on reste de droit privé au droit privé, CDD au CDI. Quand on est en association et qu'on passe en régie, là il y a un article du Code du travail, l'article 1224-1, qui explique bien que on passe du droit privé à la fonction publique territoriale. Donc, si on est en CDI, on passe en CDI de la fonction publique territoriale. Et si on est en CDD, on passe en contractuel de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. C'est le même si on passe d'EPIC à association, le directeur qui était en CDD, il va être passé en CDI, et le reste du personnel va rester CDD ou CDI en EPIC, CDD ou CDI de droit privé en association. Lorsqu'on passe de la régie à l'EPIC, il y a un cas particulier pour le directeur. S'il est titulaire de la fonction publique en régie, ce qui est souvent le cas, il va être détaché et mis à disposition. C'est le même cas lorsqu'il passe, on passe de régie à EPIC ou de régie à association. Le reste du personnel, s'il est contractuel de la fonction publique territoriale, va être en CDD de droit privé. S'il est en CDI de la fonction publique territoriale, va être en CDI de droit privé. Et s'il est titulaire de la fonction publique territoriale, va être détaché ou mis à disposition. À chaque fois, vous avez en face des références qui vous permettent de trouver de quoi il s'agit. Voilà pour cette lecture générale. On répondra aux questions peut-être à la fin, Jean-Luc? Oui, mais on répondra à la fin. Donc on va passer à la suite, donc au transfert de charges. Donc le cadre réglementaire du Code général des impôts. Donc en rappelant que les trois niveaux de concours financiers entre les EPCI et communes sont de trois ordres. D'une part, les compensations entre l'EPCI et les communes, donc l'attribution de compensation, qui permet de compenser les charges transférées par les communes à l'EPCI et qui se calcule de la manière suivante, donc le produit de la taxe professionnelle qui est désormais perçu par l'EPCI, moins le coût net des charges transférées. Le deuxième concours financier, donc c'est la dotation de solidarité communautaire qui, elle, est décidée sur délibération de l'EPCI et est destinée à réduire les inégalités territoriales, donc entre communes d'un même EPCI ou d'un EPCI voisin. Le troisième niveau de concours, c'est les fonds de concours. Donc là, c'est entre les communes versées des communes vers les EPCI et c'est prioritairement lié au financement d'un équipement. Le niveau qui nous intéresse, c'est l'attribution de compensation, puisque c'est celle qui doit faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la fameuse CLECT que l'on va voir après, donc avec un principe de base qui est la neutralité budgétaire, donc Jean-Luc a rappelé tout à l'heure, donc qui est le fait que le transfert de compétences doit s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses affectées pour que ce soit totalement neutre d'un point de vue budgétaire et financier. Donc la commission locale d'évaluation des charges transférées, elle est définie par le 4 de l'article 1609 non-ies C du CGI. Donc cette CLECT, elle est créée par l'EPCI qui en détermine la composition, donc votée à la majorité des 2 tiers. Donc chaque municipal dispose d'au moins un représentant. Et elle est chargée d'établir l'évaluation des charges. Donc d'une part, les charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement, elles sont évaluées sur le coût réel, soit sur l'exercice précédent, soit sur les exercices antérieurs. Et dans ce cas-là, c'est la période est déterminée par la commission. C'est 2, 3, 5 ans. Et d'autre part, les charges liées à un équipement, donc là, c'est le coût moyen annualisé donc sur une seule année.
sur une seule année, pardon. Et ces charges comprennent la réalisation, l'acquisition de l'équipement, les frais de renouvellement, les frais d'entretien, etc. Donc voilà pour la taxe de séjour très rapidement. Je précise on a mis en ligne sur le site de la MOPA une foire aux questions qu'on alimente régulièrement, notamment avec ces questions sur le transfert de charges et que toutes les présentations et les précisions relatives à ces points vraiment techniques sont disponibles sur la boîte à outils du site de la MOPA. On y reviendra après. Le deuxième point technique qui nous paraît important d'aborder, c'est sur la taxe de séjour. Donc juste un point sur les nouveautés 2016, donc introduites par la loi de finances de 2015 pour 2016. Donc les délibérations qui doivent être prises avant le 1er octobre de l'année N-1, c'est-à-dire que cette année, les EPCI doivent délibérer avant le 1er octobre et transmettre la délibération à la Direction générale des finances. Donc pour les EPCI qui disposent de stations classées, il va y avoir 7 délibérations à prendre concernant la taxe de séjour et celle qui concerne le maintien des offices de tourisme distincts. La collectivité donc, qui institue la taxe doit prendre des arrêtés répartissant les hébergements accueillant des touristes assujettis à la taxe de séjour. Donc cet arrêté, c'est quelque chose qui était un petit peu passé inaperçu dans la loi de finances pour 2015 et dans la réforme de la taxe de séjour, mais qui est vraiment obligatoire. Donc à ne pas négliger. Dans le guide pratique de la taxe de séjour qui a été publié par la DGE et la DGCL très récemment, il y a des exemples notamment de ces arrêtés qui peuvent être repris. Et dernière chose, le barème de la taxe de séjour qui sera revalorisé chaque année. Un petit point sur la taxation d'office, puisque depuis la réforme de la taxe de séjour, on a vu un petit peu beaucoup de choses et beaucoup de scénarios se profiler sur comment on met en place cette taxation d'office. Donc ce qui a été confirmé par les avocats et les juristes que l'on a pu avoir en contact, c'est que cet avis de taxation d'office doit être motivé. C'est rappelé d'ailleurs dans le guide pratique de la taxe de séjour de la DGE. C'est-à-dire comprendre les mentions suivantes, donc identification de l'hébergement, justificatif de l'occupation, rappel des observations et éléments de liquidation de la taxe à effectuer. Donc ça veut dire qu'on doit avoir des éléments prouvant que l'hébergement a été occupé par des touristes, ce qui bien évidemment n'est pas évident. Et ce qui veut dire aussi que légalement, on n'a pas le droit d'appliquer une tarification comme on pouvait le penser jusqu'à présent, qui serait basée sur un calcul au forfait ou à 365 jours de l'année et taxé en conséquence. Donc une remarque, c'est qu'à défaut, il y a une possibilité d'amende de 4e catégorie qui peut être mise en place, qui est à la hauteur de 750 €. Donc un petit rappel sur le fait que la taxe de séjour, donc ça a été rappelé par Jean-Michel Bailey, la taxe de séjour ne fait pas partie du bloc obligatoirement transféré aux EPCI. Cependant, il est toutefois logique que les recettes donc suivent les charges transférées et que tout soit géré au niveau de l'EPCI par un transfert en un seul bloc. Donc pour 2017, comment on fait avec les EPCI qui n'ont pas encore la compétence, qui l'auront au 1er janvier 2017, ou bien les EPCI qui ne sont pas encore créés et qui seront issus de fusions et de regroupements au 1er janvier 2017. Donc là, on n'a pas une interprétation unanime, on a eu plusieurs sons de cloche qu'on a donc choisi de vous transmettre et qui seront et que l'on vous soumet pour décision du territoire. Le petit conseil, c'est évidemment de faire remonter toutes ces questions en amont au service de contrôle de légalité de la préfecture qui eux, statueront
sur ce qui est légal selon eux. Il peut y avoir des différences d'interprétation aussi en fonction des préfectures. Donc les trois possibilités, donc la première, c'est une possibilité qui nous a été proposée par François Benec, qui est avocat spécialiste dans le tourisme. Donc c'est une prise de délibération à effet différé, donc c'est-à-dire que l'EPCI délibère par anticipation au visa de la loi NOTRe, au visa, donc en motivant bien cette délibération sur le fait que le PCI va prendre la compétence au 1er janvier 2017 et donc qu'il sera compétent d'une part sur la compétence tourisme et d'autre part sur la perception de la taxe de séjour, ce qui suppose d'avoir fait avant le travail d'harmonisation des tarifs, des modalités, etc. Donc ça, c'est ce qui est préconisé plutôt pour les EPCI qui sont déjà existants et qui vont prendre la compétence au 1er janvier 2017. À vérifier évidemment avec le contrôle de légalité de la préfecture, puisque le cabinet Del Sol nous a répondu qu'il y avait une jurisprudence qui date de 1993, comme quoi le PCI pourrait être accusé de défaut de compétences. Donc les deux solutions intermédiaires que l'on propose, c'est d'une part l'harmonisation des modalités et des tarifs pour préparer 2018, et donc une perception de la taxe de séjour par le PCI seulement à partir du 1er janvier 2018. Donc ça suppose de faire tout le travail de coordination, de communication avec tous les acteurs concernés, et notamment les hébergeurs. Et donc soit on harmonise directement, toutes les communes harmonisent en 2017, font le travail en 2016 pour avoir une perception harmonisée en 2018, et le PCI reprendra ses modalités pour sa perception en 2018. Ou sinon, on attend janvier 2018 et le PCI qui sera mis vraiment en place pour se prendre toute l'année 2017 pour faire tout ce travail de communication, d'harmonisation et de travail avec les socioprofessionnels. Donc en gros, on a trois solutions. Une qui retarde et qui fait attendre le 1er janvier 2018, une qui anticipe un petit peu, mais pour laquelle on a une jurisprudence, et puis une un petit peu intermédiaire qui serait que toutes les communes s'accordent et que ce soit le PCI qui reprenne ensuite en 2018. On va peut-être y revenir s'il y a des questions ensuite, si ce n'est pas forcément clair. Donc voilà pour les différents points techniques. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une boîte à outils qui est en ligne sur le site de la MOPA, que l'on actualise régulièrement, que l'on met à jour au vu des différentes actualités, et que l'on alimentera après ce web séminaire et en fonction de vos différentes questions. Voilà, les prochaines étapes, très rapidement. Donc le 31 mai, il y a les assemblées générales, donc ordinaires et extraordinaires de la MOPA et de la FROTSI Poitou-Charentes, au cours desquelles sera actée la fusion entre la MOPA et la FROTSI Poitou-Charentes. On en parle ici parce que évidemment il sera question de l'être et des nouvelles configurations territoriales dans notre nouvelle région. Le 1er juin prochain, on a prévu un web séminaire sur les statuts juridiques des OT. Donc là, un point vraiment technique et une comparaison entre quel statut au service de quel projet. Donc le 3 juin, une rencontre technique DGS à Bordeaux. Peut-être que Jean-Luc, tu pourras Oui. en dire un mot. Oui, en fait, il s'agit d'une qui est organisée par le CEN.
Je crois qu'on m'entendait pas, non? Parce que je pense que je pense que j'avais mis mon micro en silence au lieu du micro de Charlotte pour éviter l'écho. Donc, je vais expliquer que le 3 juin, c'est une rencontre organisée à la fois par le syndicat des directeurs de collectivités territoriales et Gironde Tourisme et la MOPA. Boilem de Sarlat va intervenir également. L'idée est de confronter les expériences des DGS avec les directeurs d'office de tourisme, notamment pour voir quand il y a plusieurs offices de tourisme qui sont regroupés, il n'y a plus qu'un directeur, les communautés de communes connaissent la même chose avec la limitation du nombre de DGS ou du nombre de DG. Voilà, je te laisse continuer, Charlotte. Le 15 juin, les arrêtés préfectoraux, donc avec les projets de périmètre des EPCI, donc qui seront soumis une nouvelle fois à consultation des EPCI, donc jusqu'au 31 août. Le 6 juillet, un web séminaire sur stations classées et communes touristiques. Donc là, on reviendra un petit peu sur l'actualité, si d'ici là il y en a, et puis sur le dossier de classement en stations et communes touristiques. Et enfin, après l'été, donc le 12 septembre, une nouvelle rencontre réseau sur la loi NOTRe prévue à Tulle. Donc la dernière à Saint-Jean-de-Luz, c'était vraiment axé sur les problématiques des stations classées et évidemment dans notre région plutôt sur le littoral. Là, ce sera plutôt les regroupements en milieu rural, les regroupements de grande ampleur et les problématiques plus spécifiques de ce milieu rural. Le 13 octobre, la journée des directeurs, cadres et responsables grande région LPC. Donc vous avez peut-être vu le changement de calendrier. C'était prévu initialement le 24 mai. Finalement, ce sera le 13 octobre et ce sera sûrement plus logique parce qu'on aura plus d'éléments à vous apporter, notamment en termes de stratégie et de politique régionale, puisque le chantier aura un petit peu avancé. Et ce sera donc dans le cadre du Futuroscope. On mettra à jour le programme dès enfin juste avant l'été et on vous tiendra au courant de l'actualité. Voilà, on va passer à la réponse aux questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a entendu? Oui, je pense que De l'écho? on est obligé de couper le micro de l'un pendant que l'autre parle. Je vais commencer à les premières questions-réponses et puis je te solliciterai, Charlotte, au cas où. Alors, Sylvain qui demande, pensez-vous qu'une circulaire sortira assez tôt pour définir ce qu'est une zone d'activité touristique ou faut-il être pragmatique et la définir nous-mêmes? Franchement, moi, je pencherai pour la deuxième solution parce que la circulaire, je ne la vois pas sortir de sitôt, mais enfin, elle arrivera peut-être. Eric qui demande si le directeur en CDI de droit public en EPIC, qui ne sera plus directeur du futur EPIC, est-ce qu'il redevient CDI de droit privé? Oui, c'est vrai que c'est une question importante. Il est en CDI de droit privé. Et quand le poste n'est pas reconduit ou il n'y a pas autant de postes de directeur sur l'ensemble du nouvel office de tourisme, on doit lui proposer un poste le plus équivalent possible et il ne peut pas y avoir de baisse de rémunération. Mais par définition, il n'y aura qu'un directeur. On pose la question aussi pour le passage en SPL, quand on passe par exemple d'un EPIC ou d'une régie en SPL. Pour moi, c'est la même chose que l'association parce qu'on est sur une structure de droit privé. Donc je pense que c'est à vérifier, mais je pense qu'on peut imaginer que pour un passage en SPL, on est sur le même cas. Corinne qui nous dit l'EPIC est comme une régie, pas totalement pour le personnel, parce que notamment le statut du directeur est différent et le statut du personnel est différent si c'est une régie qui gère un service public administratif. Katia nous demande si on est en EPIC aujourd'hui, on passe obligatoirement en association tout en gardant le même statut, on ne peut pas rester en EPIC. Si, bien sûr, le passage en EPIC est une éventualité, est une hypothèse, le passage en association aussi, mais tous les statuts sont totalement les mêmes. Bertrand qui demande si on pourra télécharger le diaporama, oui bien sûr, puisqu'il sera en ligne sur le site de la MOPA avant l'heure de l'apéritif, Charlotte s'y est engagée. Donc on va très vite. On pourra même complètement revisionner le web séminaire sur la chaîne YouTube de la MOPA. Voilà.
en plus. Voilà. Emmanuel, au cœur du bassin, dans le cas du transfert des charges, les communes vont verser à l'EPCI l'équivalent des charges, mais le nouveau budget 2017 risque d'être plus important, revalorisation des salaires, nouvelles actions. Dans ce cas, est-ce que c'est le budget communautaire qui finance le surplus? Oui, parce que la commission locale d'évaluation du transfert des charges, la CLET, évalue les 3 derniers exercices et va faire une moyenne sur les 3 derniers exercices, mais le transfert de charges est calculé au 31 décembre et ensuite il est gelé. C'est-à-dire que si les charges sont plus importantes ou moins importantes, c'est la problématique, et les recettes, la même chose, si on transfère la taxe de séjour, c'est ensuite le problème de l'interco, c'est plus le problème des communes. Alors, Yvonne qui nous demande comment délibérer alors que la nouvelle communauté de communes n'est pas encore créée, surtout si une communauté de communes a la compétence tourisme et l'autre non. C'est tout à fait intéressant comme cas de figure, puisque là, on est dans le cas dans la Vienne où on a 2 communautés de communes qui vont fusionner. Il y en a une qui a la compétence, l'autre qui est pas. Alors, c'est pour celle qui a déjà la compétence communautaire, ce travail d'évaluation du transfert des charges a été fait. Si notamment c'était un EPCI à fiscalité unique. Donc là, une fois qu'il a été fait, c'est récupéré en l'état par la nouvelle communauté de communes. Pour la communauté de communes qui a une compétence communale, il y a ou bien la communauté de communes ne fait rien avant le 31 décembre, et donc ce sera la nouvelle communauté de communes qui aura à désigner sa commission locale d'évaluation de transfert des charges et à faire le calcul du transfert des charges au début de 2017 ou à la fin de 2017, puisque dans tous les cas, ce sera pas il y aura une anticipation à la fin 2016 ou début 2017. Mais la communauté de communes existante peut éventuellement prendre de la compétence tourisme entre maintenant et le 1er janvier, de manière à travailler elle-même sur son évaluation de transfert des charges un peu entre elles. Alors je dis ça parce que c'est la solution qui semble être retenue sur un territoire du Pays Basque, où il va y avoir au 1er janvier un seul EPCI avec 158 communes, et malgré tout, sur une des communautés de communes existantes où la compétence n'était pas communautaire, elle sera prise au 1er octobre, donc on aura un premier office communautaire qui durera 3 mois, suivi de l'office de tourisme du grand EPCI au 1er janvier prochain. L'intérêt pour cette communauté de communes, c'est de ne pas noyer son évaluation de transfert des charges dans 548 communes et déjà d'arriver groupée. Mais on est vraiment sur une situation qui est particulière. Donc sinon, si rien ne se fait, je le répète, c'est la future communauté de communes qui fera ce travail. Emmanuel qui pose la question, dans le cadre du maintien de la taxe de séjour communale, reversée directement à l'EPIC communautaire, pas d'obligation de prendre une nouvelle délite au 1er octobre, oui, j'imagine. Par contre, Emmanuel, ce serait intéressant que tu nous dises sous quelle forme les communes ont décidé de reverser ensuite la taxe de séjour à l'Interco. Est-ce que c'est sous la forme d'un fonds de concours ou bien est-ce que c'est parce que c'est l'office de tourisme communautaire qui va finalement réaliser des actions de promotion? Voilà, c'est tout à fait intéressant. Alors ensuite, on passe à la taxe de séjour. Donc là, je vais te laisser peut-être que Boilem qui dit que quand on a des centaines d'hébergements sur son territoire, le principe de l'arrêté répartissant les hébergements soumis à la taxe de séjour n'est franchement pas commode. Tout ça pour se prémunir comme un éventuel recours au tribunal, ce qui reste très rare. On est d'accord avec lui. Et puis Boilem qui dit que l'amende de 4e catégorie, c'est du foutage de gueule. Même que, voilà. Quand on considère les montants qui peuvent être dus au titre de la taxe, oui, tout à fait, parce que je crois qu'une amende de 4e catégorie, c'est 750 € au maximum, il me semble. 750 €, oui. 750 €. Mais par contre, si je ne me trompe, le montant de l'amende n'est pas reversé à la commune ou à l'interco, mais est reversé plutôt au trésor public, puisque c'est une amende. Donc je ne crois pas que le bénéfice de l'amende de la contravention revienne directement à la commune. Si le bâtiment de l'office de tourisme est communal, est-ce qu'il est obligatoire de transférer à l'interco? Si c'est le cas, y a-t-il une astuce? Alors, il y a 2 solutions, c'est-à-dire que ou bien il est mis à disposition par la commune et donc il y a un loyer, ou bien il est transféré et donc ça rentre dans le calcul de l'évaluation du transfert des charges.
Comme astuce, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme astuce, mais Sophie, tu pourrais nous dire. Alors, Aino qui demande quels peuvent être les justificatifs de l'occupation d'un hébergement touristique réellement opposable et permettant l'application de la taxation d'office. Est-ce que tu as une réponse, Charlotte, à ça? Alors là, on avait François Benec, donc à la journée sur les stations classées, qui conseillait d'établir des dossiers avec des copies écran du Bon Coin, d'Airbnb, etc. Mais en effet, rien n'est défini, c'est totalement subjectif. Voilà. On n'a pas plus de précision par rapport à ça. Donc, si on continue les questions, sur Corinne qui nous dit les calendriers en ligne ABNB. Alors là, Corinne, il va falloir que tu nous expliques parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire, calendrier en ligne ABNB. Emmanuel. À la perception de la taxe par les plateformes, Airbnb, etc., qui fait Oui, fortement débat en ce moment. Il y a un mini-site qui a été mis en ligne donc, par le gouvernement pour les différentes délibérations. Mais en effet, c'est loin d'être gagné et c'est pas encore défini pour le moment. Donc on suit l'actualité aussi, mais on n'a pas plus de réponses que ça. Voilà. Après, oui. Airbnb était marqué comme prioritaire. Pourquoi pas les autres plateformes de réservation? C'est un travail qui est en train d'être fait, mais dont on n'a pas plus de nouvelles. Jean-Luc? Oui, on sait franchement que Airbnb, à part Paris, Bordeaux, Lyon et puis quelques autres villes, ils prendront pas toutes les communes cette année pour une bonne raison, c'est que la plateforme ministérielle, c'est que des PDF à l'intérieur, donc ça va pas être facile pour eux. Et puis ils traînent un peu les pieds. Donc pour cette année, pour la majorité, n'attendez pas finalement grand chose d'eux. Si on continue, est-ce que l'EPIC communautaire peut reprendre l'animation de l'ATS sur les communes qui constituent l'EPIC? Oui, puisque par convention, c'est une structure différente. Par exemple, on a le cas en entre-deux-mer de l'office associatif qui anime la taxe de séjour pour le compte des collectivités et qui est même rémunéré pour ça. Pascal Ayrugne qui nous demande si les contrats de travail sont repris tels quels avec tous les avantages. Oui, alors là, c'est l'article 1224.1 du Code du travail qui dit que lorsqu'une activité est reprise par une autre entité, le contrat de travail continue avec l'ensemble de ses avantages au premier jour du contrat. Donc là, il n'y a pas de là, c'est très clair, très net. Les contrats sont repris avec tous les avantages. Après, dans un nouvel office de tourisme, il peut y avoir des inégalités entre les salariés. C'est-à-dire que dans les anciens offices de tourisme, on avait par exemple pas tous les mêmes avantages. Là-dessus, il y a une négociation collective qui est faite. Mais en général, qui n'est pas à l'encontre des salariés, qui est plutôt favorable aux salariés. Camille qui demande si la loi NOTRe permet-elle toujours les organisations à une échelle intercommunautaire et quelle est la collectivité porteuse dans ce cas. Alors la réponse est oui, la loi NOTRe n'a rien changé par rapport à ça. Et il y a l'ordonnance du mois de mars dernier qui précise, de mars 2015 même, qui précise qu'aujourd'hui, c'est par délibération concordante, c'est quelque chose qui suffit pour que plusieurs communautés de communes délibèrent sur un même office de tourisme. Donc, il peut y avoir un EPIC intercommunautaire sans syndicat mixte, uniquement par délibération concordante des communautés de communes. Patricia qui nous demande quelle est la prise en compte de la fonction de responsable de l'office de tourisme. Responsable de l'office de tourisme, si on est dans un office de tourisme communautaire où il n'y a qu'un responsable, on garde ce poste-là. Si on se retrouve dans un office de tourisme où il y a un directeur, à ce moment-là, c'est ou bien le responsable qui reprend ce poste, mais le nouveau office de tourisme peut décider de recruter un directeur extérieur et de donner un emploi équivalent d'adjoint, par exemple, à un responsable. À ce moment-là, comme responsable, c'est pas directeur, le responsable ne devient pas obligatoirement directeur. Alors, Emmanuel qui reprécisait, oui, sur la
la taxe de séjour, ce sera directement reversée des communes à l'EPIC communautaire au titre des actions de promotion. D'accord. Mais est-ce que du coup, comme les communes n'ont plus la compétence tourisme, est-ce qu'elles peuvent quand même financer un organisme touristique, même si c'est avec la taxe de séjour? C'est voilà, c'est une question que je pose. Aline qui nous dit si on a une communauté de communes avec une station classée, un office de tourisme communautaire, on aura 2 offices de tourisme avec une gouvernance communautaire pour les 2 OT, donc financement par le PCI des 2 OT. Tout à fait, c'est exactement ça, dit. Et Vaux-les-Bains pourra rester station classée en Creuse et autour, on peut avoir un office de tourisme communautaire. Emmanuel qui nous confirme que l'amende de 4e catégorie est de 750 €, mais que l'amende est perçue par le Trésor public et non reversée à l'office de tourisme. Donc du coup, franchement, il n'y a pas de solution par rapport à ça. Qui nous dit également, Emmanuel, par rapport au reversement de la taxe de séjour par des communes à l'EPIC communautaire, que c'est une bonne question à poser directement à leur conseil. Et Yvonne qui nous demande, est-ce qu'ici, à changement de statut des offices de tourisme, faut-il refaire des contrats de travail ou est-ce des avenants? Quid de l'ancienneté? L'ancienneté est reprise, le contrat de travail reste en l'état. Il y a souvent la possibilité de refaire des contrats de travail à l'entête signés par la nouvelle structure, ce qui permet de remettre à plat les fiches de poste. Mais par contre, il faut être attentif, les éléments substantiels du précédent contrat de travail doivent être repris, sinon le salarié pourrait attaquer la nouvelle structure au prud'homme et pour requalifier le contrat de travail. Donc on peut le refaire, c'est même préférable parce que ça permet dans le courant de la première année de tout refaire autour de ça. Voilà. Et on a encore Pascal Durugne qui est en train d'écrire. Lors d'une fusion, les soldes des comptes sont-ils absorbés par le futur OT intercommunal? Oui, si l'actif restant aux offices de tourisme provient de l'activité touristique. Imaginons par exemple que l'office communal avait une activité d'organisation d'événements qui était très rentable et une activité touristique qui l'était moins. Si on arrive à prouver que le solde qu'il y a dans les caisses de l'office de tourisme est lié à l'organisation des fêtes locales ou de la foire à la brocante, à ce moment-là, on peut imaginer que ce soit dévolu à une association locale. En cas contraire, oui, l'actif suit la compétence et donc passe au futur OT intercommunal. Et le passif, Céline, puisque tu poses la question, c'est la même chose, le passif suit également. On attend les 2 futures questions. Oui, Charlotte? Non, c'était juste pour faire un petit complément par rapport à la taxe de séjour et à la taxe de séjour communale. Donc pour rappeler que dans le Code général des collectivités territoriales et l'article L 5211-21 qui rappelle que le PCI peut percevoir la taxe sauf délibération contraire des communes. C'est-à-dire que si les communes délibèrent pour s'opposer à la perception de la taxe de séjour par le PCI, le PCI peut percevoir la taxe sur toutes les communes sauf celles qui ont délibéré de façon contraire. Donc pour délibérer de façon contraire, il y a un délai raisonnable à respecter, évidemment, qui est logiquement avant le 1er décembre de l'année N-1 de perception. Voilà, sachant que c'est pas valable dans le cadre d'un EPIC, puisque l'EPIC perçoit directement le montant de la taxe de séjour. Voilà. Alors, je reviens à la question précédente sur les transferts d'actifs et de passifs, puisque Lionel précise qu'il faut regarder les statuts. Oui, en fait, les statuts de l'association existante prévoient souvent à qui vont les fonds en cas de dissolution. Mais il n'empêche que s'il s'avère que ces fonds sont liés à l'exercice de la compétence tourisme, ils peuvent être affectés au moment du transfert à la nouvelle structure. Ce qui se passe souvent, c'est que notamment quand on garde des associations locales, etc., les élus communautaires ne vont pas directement
se battre pour garder 3000 euros parce que c'est un cas de casus belli, c'est un casus belli assez évident. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a la règle officielle, tout ce qui est lié à l'exercice de la compétence doit être transféré. Et puis après, il y a la forme, et notamment ce qu'on fait au niveau de ce qui est écrit dans les statuts, et puis également, est-ce que l'association subsiste et s'occupe d'autre chose ou pas. Et donc à ce moment-là, on est beaucoup sur la discussion. Sur le mobilier, c'est logiquement de l'actif, sauf s'il a été finalement acquis par une activité de la structure qui ne s'apparentait pas à son activité d'office de tourisme. Voilà. Et ce que dit Aline est très important, c'est qu'on a intérêt à faire un traité de fusion. C'est l'occasion de négocier. Il y a de nouvelles règles sur les traités de fusion qui ont été promulguées à l'occasion de la loi sur l'économie sociale, dite la loi Hamon. Et donc, on a intérêt à regarder ces traités de fusion. Si vous en souhaitez, on vient d'en rédiger un pour fusionner la MOPA et FRATSI Poitou-Charentes. Donc, on a un peu d'expérience par rapport à ça. Et on a des exemples de traités de fusion. N'oubliez pas non plus dans les traités de fusion les délais d'annonce légale, etc., qui sont aujourd'hui extrêmement réglementés. Voilà ce que je vous propose. Si on n'a plus de questions, c'est tout d'abord de vous remercier et puis de vous mettre. Alors, je vais revenir un peu sur ce affichage-là, voilà, et puis de vous mettre le dernier affichage sur le sondage de fin de réunion. De vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir participé et puis directement, avant de partir, de pouvoir répondre à ce questionnaire. Voilà, vous êtes en train, vous voyez, ça bouge tout seul devant. Et vous retrouverez en ligne l'enregistrement du web séminaire ainsi que les ressources sur le site de la MOPA. Et on vous enverra également les informations par mail. Et on vous souhaite une excellente... et vous pouvez mettre vos commentaires dans les réponses tout à fait en bas. Voilà, je vous remercie. Et